merci pour cette invitation d'une part, et puis cette introduction avec cette liste de prix, là. Enfin, c'est pas forcément... disons que voilà, ça c'est simplement un travail de longue haleine, un travail qui est... C'est toujours aussi plaisant de présenter aussi son travail dans ce contexte-là, de vous le présenter aussi, parce que la caractéristique peut-être de notre métier, c'est qu'on peut avoir des convictions, on doit avoir des convictions, on doit se donner des directions, et en même temps il faut se laisser porter on se laisse porter par les projets, on se laisse porter par les commandes, on se laisse porter par ce qu'on apprend au fur et à mesure de la vie en général. Donc c'est une sorte de mélange comme ça entre quelque chose qui est très réfléchi, très prévu, très construit, et en même temps un mélange de flou et d'aller-venu entre différentes personnes, différentes rencontres. Et c'est comme ça aussi qu'une agence se construit. Enfin, c'est aussi comme ça que j'entends construire une agence aussi. Donc, je vais vous présenter 2 projets, peut-être 3. On verra en fonction de la longueur de l'intervention, qui me paraissent importants. Et auparavant, je vais simplement vous présenter aussi 4 images de référence que je présente toujours parce qu'elles sont pour nous importantes dans la façon dont on conçoit le projet et la façon dont on répond aux questions qui nous sont posées. Aujourd'hui, W Architecture, c'est une agence, on est une petite vingtaine de collaborateurs. Et on est basé essentiellement sur Toulouse. On a aussi une agence ici à Bordeaux qui est dirigée par Yann Kourech. Voilà. Et on travaille un peu partout en France parce qu'on se laisse porter justement par les projets et la commande. Donc la caractéristique aussi peut-être de l'agence et de notre réflexion, c'est qu'elle est aussi extrêmement tournée vers le paysage. Pour nous, la question d'avoir une lecture du paysage reste première en fait dans le processus de réflexion. Et souvent, c'est avec cette lecture-là que les prémices du projet vont être, comment dirais-je, mis en évidence, vont être soulignées. Donc cette image-là, c'est simplement, elle est toute simple, on est en Suisse, c'est un barrage, on est dans les Grisons. C'est juste un ouvrage finalement très simple, une architecture très très simple. Simplement un mur en béton, voilà. Mais simplement ce mur, il est très spécifique, il est très fort parce qu'il exprime plein de choses. Il exprime finalement, on ressent la poussée des eaux qu'on ne voit pas. Hein. Derrière, il y a les eaux, là, le lac qui est la retenue. Et on ressent cette force qui est là. Et en même temps, ce mur s'inscrit dans le paysage de façon très, 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 très simple, très tendue, et finalement de façon assez souple, assez douce. Voilà. Ça, c'est une première image qui me paraît... qui nous nourrit à l'agence. La deuxième image, vous la connaissez certainement, enfin vous connaissez cette œuvre de Christo, son 75, 76, dans les années 70. On est en Californie. Donc Christo installe cette clôture, hein, puisqu'il s'agit bien d'une clôture, la Rain Fences, 40 km. Et ce qui est intéressant dans cette image, ce qu'elle raconte finalement, c'est qu'avec 2 dispositifs, un dispositif paysager extrêmement simple, franchement, là, on est sur des collines californiennes, voilà, on pourrait être finalement un peu partout dans une steppe quelconque, paysage quelconque, et en même temps une installation très simple, des pieux, des poteaux,
des bâches, et en fait on a une mise en scène du paysage, on a une tension qui se met en place avec deux objets extrêmement simples. Ça nous paraît très important, et ça sous-tend toutes nos interventions architecturales aussi, c'est-à-dire qu'avec dans la simplicité du site, dans la simplicité du contexte, on peut mettre en place avec un objet extrêmement simple, on peut remettre en tension les choses, ressouligner des forces qui sont sous-jacentes au paysage. Et on retrouve aussi, donc on revient en Suisse, on retrouve un petit peu cette tension et cet apport très simple sur le pont de Saginato-Belle. Voilà, c'est un ouvrage aussi qui nous parle à l'agence et pour moi qui est très très important. C'est une des premières choses que j'ai couru aller voir dès que j'étais étudiant. C'est un des premiers trucs que je suis allé voir. Cet ouvrage, il est extraordinaire parce que voilà, alors il y a la tension effectivement réelle de l'ouvrage, de la structure, etc. Puis en même temps, il y a une espèce de dramatisation du ravin, des problématiques de relief, la question du rapport entre le végétal et le minéral, des questions de teinte, etc. Donc à cette échelle-là, on a une tension, on a un ouvrage comme ça qui vient souligner la caractéristique du paysage, et à la grande échelle, on se retrouve à avoir juste un trait et à nouveau un rapport qui se met en place entre un objet très simple dans un grand paysage, une tension assez douce qui se met en place. Donc voilà, ces 4 images-là que je vous ai présentées, c'est vraiment pour nous des points de réflexion et notre façon dont on va aborder le projet d'architecture et la façon dont on va mener nos études. Donc je vais vous présenter 2 projets. Le premier projet, donc peut-être un projet que vous connaissez, mais en tout cas il me paraît important dans la façon dont on a réagi et dont on est venu construire. Parce qu'au final, quand on réfléchit, quand on intervient dans un site, il y a une phase donc de conception, de réflexion, et puis il y a une phase de construction. C'est 2 choses qui sont complètement différentes, qui appellent quelque part des constructions mentales complètement différentes, et pourtant qui sont indissociables. Donc vous connaissez certainement donc la Dordogne, on est donc à l'ouest, à l'est de Bordeaux. Voilà, les Aisies, on est au bord de la Vézère. Donc la Vézère, c'est la rivière qui est ici. Voilà, pardon, oula. Voilà, la rivière, la Vézère. Et puis donc notre site est ici, le long des falaises. Alors ce qui est intéressant, c'est la façon dont on réagit ici. Ce qui est intéressant, c'est les différentes strates qu'on va trouver, qui sont d'un côté des aspects qui ont un aspect donc c'est ce paysage. On va être tantôt sur des aspects extrêmement minéraux, des paysages très minéraux, et puis tantôt des paysages extrêmement humides, avec des végétations complètement différentes. Et le projet vient s'inscrire dans ce contexte-là et va devoir résoudre cette problématique-là. Alors, quand on intervient, quand on appréhende, on arrive sur un projet, effectivement, on essaie un petit peu pour nous de comprendre ce qui se passe et comment on va intervenir. Et une des premières choses qu'on fait, c'est regarder la topographie. Pour nous, c'est un point important, donc on a une attention particulière sur la façon dont le sol s'organise. C'est hyper important,
Parce que le sol, ça a des impacts sur la façon dont on va, sur l'horizon qu'on se donne, sur ce qui va être vu. Évidemment, quand vous êtes dans une plaine, vous n'avez pas des vues, les mêmes vues que quand vous êtes dans un paysage extrêmement encaissé. Donc ça demande déjà, ça oriente la façon dont on va appréhender la question. Le deuxième aspect ici, c'est aussi le réseau, pour nous, la façon dont le bâti s'organise. Et il se trouve que là, on a juste souligné l'ancienne route, l'ancien chemin, le chemin originel du bourg des Aisies, et donc cette petite route-là, que j'ai soulignée, qui est vraiment à flanc de falaise. Et puis notre bâtiment existant qui était là, qui était donc des anciennes mugisseries, donc c'était des bâtiments qui étaient dédiés au traitement des peaux et qui donc demandaient beaucoup d'eau. Et donc pour traiter ces peaux, un petit canal a été aménagé qui vient récupérer l'eau de la Beune, cette petite rivière qui se jette dans la Vézère. Ça, c'est des points très importants qui vont nous permettre de construire notre projet et en même temps qui vont avoir autant d'aspects symboliques que d'aspects aussi techniques et d'organisation de l'opération en elle-même. La route actuelle, donc on voit qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, décidément, c'est que la route départementale actuelle, qui est donc 19e siècle, elle s'écarte complètement du bourg et du système ancien. Le bourg était là jusqu'aux années 2000. Le centre-bourg est là, on trouve la mairie, le musée national, etc. Et puis, donc, progressivement, nous installons notre bâtiment. Et ce bâtiment, lui, il fait la liaison avec, d'une part, la nouvelle route et la falaise. Donc, en fait, il crée un nouveau franchissement de la Beune. Et il va reconfigurer la totalité du bourg. Ce qui est important, c'est cette liaison et la gestion du sol qui va finalement être très complexe dans le projet, puisque, on va le voir, d'une part, il va falloir concevoir un projet qui est encastré dans le sol, ça c'est une première chose, qui va se voir, qui va avoir un impact paysager extrêmement limité, mais surtout qui va devoir être construit à flanc de falaise, et l'ensemble du chantier va devoir se développer sur un côté. Et on va devoir transborder la totalité des matériaux sur l'autre rive, puisqu'il n'y avait aucun accès côté falaise. Donc tout d'un coup, avec la question de la symbolique, de savoir comment on construit, comment on intervient dans le site, on a tout un processus de projet qui se met en place, tout un travail qui va avec les ingénieurs qui va viser à résoudre plusieurs problématiques, plusieurs conditions techniques relativement complexes. Voilà, donc juste, moi, ce qui me paraît assez intéressant, c'est surtout le plan de la partie haute, mais surtout le plan du bas, le plan de l'étage bas, qui est vraiment encastré dans le sol. Donc on est venu construire, adosser le bâtiment dans une gorge finalement, et ça demande des moyens très spécifiques à mettre en œuvre. Et même dans la conception, ce qui est intéressant là, ce sont des dessins d'archi, c'est avec ça qu'on s'exprime, c'est avec ça qu'on construit. On regarde des élévations, et ces élévations, en fait, on les perçoit jamais. Parce que le bâtiment, là, il fait 180 mètres de long. C'est donc un dessin d'architecte, c'est une vue de l'esprit, finalement.
Et donc, on va travailler avec des outils, on met en place des outils qui représentent quelque chose qu'on n'est pas capable de visualiser réellement. Puisqu'en fait, le bâtiment n'est jamais perçu dans sa globalité, jamais perçu dans toute sa longueur. Voilà le bâtiment. Donc, on a travaillé aussi, ce qui est aussi important, c'est à travers le travail, à travers chaque bâtiment, on a un souci de documentation du chantier. Et je fais depuis 10 ans, 12 ans maintenant, un travail systématique avec Cyril Weiner, qui vient photographier la totalité des bâtiments qu'on construit, des interventions que nous réalisons, aussi bien en chantier qu'une fois terminé. Et je trouve très intéressant ce travail-là aussi, parce que ça permet aussi de mettre en résonance les choses et de rebondir aussi en fonction des images qu'il crée. C'est quelque chose qu'on réinjecte dans le projet suivant pour nourrir la réflexion sur le projet d'après. Voilà, c'est quelqu'un qui est très cher pour moi et avec qui j'étais encore la semaine dernière à discuter et à travailler sur un projet justement sur un ouvrage qui serait un livre quoi, qui viendrait mettre en place ce travail-là, enfin montrer et expliciter ce travail entre le photographe, le paysage et un bâtiment. Donc ça, c'est des compositions que je vous montre, spécifiques de Cyril Weiner. Avec ce parallèle entre le bâtiment et la falaise. Voilà notre bâtiment, ce que je vous disais tout à l'heure, il ne se perçoit que par petits bouts de 15-30 mètres, pas plus. Et puis on met en place donc ce travail de plan, d'inscription paysagère, de mise en tension des choses pour faire en sorte que l'expression soit la plus juste possible et que le bâtiment vienne compléter finalement, s'inscrire dans le paysage sans venir le bousculer. Donc c'est un bâtiment assez complexe qui est difficile à montrer en conférence parce qu'il a de multiples facettes, mais en tout cas ce qui va générer pour nous, c'est un grand travail effectivement sur la matérialité. Ça c'est un premier point, c'est savoir comment on va traiter le béton, quelle va être ses qualités, et en même temps c'est comment on va le faire, parce que c'est absolument pas évident de venir faire du béton à cet endroit-là. Il y a eu un grand travail sur le choix, sur des agrégats, sur le choix des ciments, puisque vous savez qu'un béton, c'est des agrégats, c'est du ciment, c'est du sable. Donc il y a eu un grand travail sur cette composition du béton, de sorte à avoir la teinte adéquate pour ne pas venir jurer dans le paysage et venir se rapprocher de tout ce qu'on pouvait retrouver au-dessus sur la falaise. Voilà, donc quelques images du bâtiment qui se retrouvent donc à flirter, à venir lécher comme ça la végétation. Donc on a coupé 2 arbres sur la totalité de l'opération. On a construit le bâtiment autour des arbres. Alors pour la petite histoire, les arbres qui étaient là, au départ le maître d'ouvrage voulait qu'on coupe tout pour s'installer, etc. Je dis non, moi non, on ne peut pas, les arbres ils sont aux voisins. On ne peut rien faire, ils sont aux voisins.
Le bâtiment se construit, le voisin a un hôtel en face et le voisin vient voir le maître d'ouvrage en disant ben, moi j'aimerais bien voir le bâtiment, etc. Je dis ah non, les arbres ils sont pas à vous, ils sont maître d'ouvrage, vous les coupez pas non plus. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a pu conserver l'ensemble des arbres et faire en sorte que le bâtiment s'inscrive comme ça dans la végétation. Et à nouveau on retrouve aussi ce travail-là puisque on a cet étage. Donc vous voyez, c'était assez compliqué parce qu'il fallait quand même tout le chantier. Ça veut dire mettre en place des dispositifs pour ne pas les polluer la bonne, mettre en place, faire des porte-à-faux au-dessus de la rivière. Enfin, c'est tout un tas de dispositions techniques qui demandent un ordonnancement de chantier assez complexe. Et en même temps, il fallait avoir des définitions. Voilà, il fallait avoir une précision dans le dessin et dans la réalisation qui devait devait pas souffrir d'aucun comment dirais-je, on devait avoir une qualité maximale, quoi. Donc il fallait venir travailler avec finalement le site qui vit, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas couler les jours où le site était inondé, on ne pouvait pas des problématiques d'humidité importantes, très importantes sur ce niveau-là, parce qu'on est vraiment encaissé. Donc tous les bétons avaient du mal à sécher, donc il fallait réévaluer les formulations de béton pour quand même avancer. Fabriquer les porte-à-faux, venir mettre en place les grands vitrages juste au-dessus donc de la bonne sans avoir d'échafaudage, voilà. Et en plus on était évidemment en zone Natura 2000 avec une salamandre spéciale, machin, qui est en bas, qu'il fallait conserver. Voilà, donc ça demande tout un processus de réflexion, autant en études, qui va être mise à l'épreuve du chantier et sans arrêt sur le chantier venir s'adapter pour pouvoir travailler et avancer en prenant en considération des choses qu'on n'avait pas forcément vues lors du processus de conception. Donc cet étage très lacustre, ce niveau très lacustre, très humide. Voilà, toujours les compositions de Cyril Weiner. Voilà, le bâtiment qui est là, presque dans la nature, dans cette nature là, qui est assez luxuriante comme ça. Des ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés par Emmanuel Crouzet, qui vient gérer, dévier. Voilà, on a une chose très importante, c'est l'acoustique du lieu. On entend toujours l'eau s'écouler. Voilà. Elle résonne. L'écoulement de l'eau résonne. Voilà. Donc c'est une dimension aussi que je n'avais pas du tout appréhendée en phase lors des études. Pourtant, on s'imprègne du lieu et en fait, la question acoustique a été assez une révélation parce que finalement dans les bureaux, dans le bâtiment, on entend toujours et encore l'eau couler. Et puis cet étage, voilà, cet étage-là l'étage supérieur où on est dans la canopée des arbres et on n'est plus du tout, on est au soleil. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sec et donc le bâtiment vient s'intercaler, vient faire interface entre ces deux biotopes finalement, ces deux lumières. À l'intérieur, même chose. On essaie de recomprendre comment on peut venir s'insérer dans le site, remettre en place un système qui permet un petit peu je voulais absolument avoir un bâtiment le plus simple possible. Je voulais avoir aucun ouvrage extérieur qui puisse nuire au rapport entre la végétation et le bâtiment. Donc il a fallu mettre en place un système de vitrage pour apporter une lumière qui soit exempt de tout. Je voulais absolument pas des stores, enfin des éléments mécaniques. Et il fallait mettre en place à nouveau une technique. Donc on est venu
fabriquer ces vitrages qui viennent un peu symboliser les calcites, les coulures de calcite de la falaise qui est juste à côté. Et ces grands vitrages permettent de filtrer la lumière et de donner une sorte d'abord de pouvoir vitrer, de pouvoir voir la canopée et en même temps de pouvoir filtrer la lumière. En réalité, on a avec cette sérigraphie, puisqu'il s'agit d'une sérigraphie, on a 50% du vitrage qui est opaque. Donc en fait, c'est comme si on avait 50% de la façade qui est opaque. Donc on gère des problématiques, notamment thermiques, assez facilement. Par contre, ça marche très bien, c'est indémontrable. Donc pareil, à nouveau, des discussions, des simulations informatiques, etc., pour essayer de convaincre le bureau de contrôle, les différentes personnes qui sont autour de nous, pour pouvoir leur dire, attendez, ça marche, ma fenêtre, en fait, j'ai une fenêtre qui fait 50% de la surface qui est là. Donc c'est assez compliqué, mais ça marche très très bien. Voilà le travail intérieur, donc un travail sur le mobilier aussi, puisque c'est aussi, on a la chance de travailler sur des ouvrages, des édifices sur lesquels on nous demande de travailler la grande échelle et le mobilier. Donc on développe aussi une compétence aussi à l'agence sur ce travail-là, d'un design particulier, du mobilier, de l'éclairage. On utilise assez peu de teintes. Moi, je préfère faire en sorte que les gens soient beaux à l'intérieur des bâtiments et que les bâtiments s'effacent. Donc pareil, dans la scénographie, puisqu'il s'agit aussi dans ce bâtiment de mettre en place une scénographie, c'est une compétence aussi qu'on essaie de développer à l'agence. On essaie de travailler sur ces aspects-là, de laisser en place l'espace, que ce soit l'espace qui s'exprime et que les personnes le visiteur puisse évoluer sans être importuné par une scénographie trop prégnante. Donc ça veut dire aussi qu'on travaille le graphisme, on travaille la signalétique, on va travailler donc toute la partie médiation, ce qu'on appelle, de l'exposition pour pouvoir mettre en forme et mettre en place une cohérence entre le bâtiment, son implantation, le paysage, sa technique de construction jusqu'à sa signalétique et le concept de médiation qui sera mis en place. Donc là, il s'agit en fait des différents sites répertoriés. Il y en a 200 sur toute la vallée Vézère. Et le bâtiment présente un certain nombre de sites qui sont visitables, etc. et qui permettent d'expliquer comment la science de l'archéologie a pu évoluer aux Hésies de Taillac. Et en France de façon plus générale. Voilà, des études de logos, etc. Voilà, c'est des choses qui nous paraissent importantes parce que ça permet aussi de donner une identité aux choses, une cohérence complète entre finalement le site et puis le flyer qui va être à l'entrée du bâtiment. Voilà, le maître d'ouvrage nous a commandé la signalétique. Je reviens dans mon bâtiment, on redescend dans la partie basse. À nouveau, on rentre dans des zones qui sont un peu plus, dans la lumière est un peu plus tamisée, et on finit dans l'auditorium. À nouveau, donc il y a un travail sur la pour nous important aussi sur la comment dirais-je la chromie. Puisque plus on va avancer dans le bâtiment, plus les teintes vont être charbonneuses, vont être foncées pour finir dans cet auditorium. Voilà, un deuxième projet donc, pour le musée du Verre, où là on va développer un travail spécifique sur la pierre, vous allez le voir. Donc, au musée du Verre, on est dans le nord, dans l'Avesnois. L'Avesnois, c'est
Ça jouxte, c'est une petite région qui est frontalière avec la Belgique, donc. Et voilà, la Vénois, c'est ça, c'est vallonné. Et donc il y a plein de petits cours d'eau à nouveau, et puis des haies bocagères qui vont structurer le paysage, structurer les pâtures. Voilà. Là-bas, les champs s'appellent des pâtures. Et puis de temps en temps, dans cette géologie-là, on a des affaissements ou des affleurements rocheux qui sont relativement importants, de pierres bleues. Et donc, pour nous, notre bâtiment, là, qui nous demandait de réaliser donc le musée du verre, puisque c'est dans le village de Sarpoterie qui est ici, qui a une tradition de fabrication verrière, qui s'est arrêtée dans les années 30. On demande donc d'intervenir dans ce paysage-là. Alors ce paysage, il est assez spécifique parce qu'il garde les traces, en fait, les traces des haies bocagères, et ce paysage-là aussi présente une certaine dénivellation. Donc à nouveau, on retravaille cette question de la topographie, du relief, en essayant de comprendre comment les choses s'organisent et comment le bâti existant s'organise autour de la topographie. L'idée qui va présider au projet est de venir installer donc les 5 volumes du programme, venir les installer le mieux possible dans la pente, de les relier et de travailler un jardin, travailler le grand paysage, de faire rentrer la nature dans le musée. C'était les demandes programmatiques. Alors bien sûr, pour tout de suite se pose la question de la matérialisation, savoir comment on va faire un musée du verre. Bon, bien sûr, première idée, on le fait en verre. Bon, voilà. C'était assez compliqué. On a travaillé autour de cette notion de verre et finalement tourné autour de la silice, qui est la constitution du verre, et ça nous a aidé à trouver la question formelle finalement de la silice, qui est un cristal. Et donc on a réfléchi à cette symbolique pour venir mettre en place donc notre musée et lui donner cet aspect cristallin, cette composition cristalline géométrique, avec des arêtes, avec une composition très spécifique et une organisation spatiale très rigoureuse finalement. Un cristal, c'est ça, c'est une organisation spatiale d'atomes très rigoureuse. Donc voici notre projet. Donc il y a des maquettes d'études. Évidemment, on travaille en maquette, on regarde, on dessine. Et puis notre projet qui va s'organiser à nouveau en 5 les 5 volumes qui sont reliés donc par un grand hall traversant. Et ces volumes-là, à nouveau, on est sur un système de 2 niveaux. Un niveau haut, le niveau accès du public, et un niveau bas qui est encastré dans le sol. À nouveau, cette notion de venir travailler le sol, et le seul élément qui va mettre en communication la partie haute, la partie basse du terrain et la partie haute, c'est la salle d'exposition principale. Voilà les coupes. Donc on voit ce bâtiment qui est encastré dans le sol et qui va se mettre en place en fonction et qui va venir relier les différents niveaux, le niveau haut, le niveau bas. Alors bien sûr, la question de sa matérialité et du travail pour nous a été première. Et tout de suite, la pierre bleue, donc c'est une pierre qui est locale, la pierre qui est extraite à une vingtaine de kilomètres du lieu du chantier, était pour nous hyper importante
d'autant plus que c'est un matériau qui est utilisé pour les parties nobles des bâtiments et des habitations. Les linteaux, les seuils, les tableaux de porte, des éléments de sol. Donc travailler ce matériau, se dire, travaillons avec la pierre bleue, faisons un bâtiment complètement en pierre bleue, et tout d'un coup, comment dirais-je, le bâtiment va prendre son statut d'équipement, immédiatement son statut d'équipement public. Donc voilà, nous voilà à travailler la pierre. Et donc à travailler avec l'extracteur, dans la carrière, pour aller comprendre, savoir comment on pouvait utiliser cette pierre et trouver le process de fabrication pour venir construire notre bâtiment. Donc on est allé voir les carrières extrêmement vite. Juste après avoir gagné le concours, je ne savais pas comment j'allais construire ce truc-là, mais en tout cas il fallait que je le construise, donc il fallait que j'aille voir des pierreux. Donc on est allé tout de suite les rencontrer. Et ce qui est intéressant, c'est se plonger dans le processus d'extraction de la pierre. Savoir comment les choses sont organisées, quels outils sont utilisés, comment la pierre est extraite. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, parce que voilà, c'est une question de connaissance. Quand on ne sait pas, on découvre. Et en fait, les outils ont une incidence, et le mode d'extraction va avoir une incidence sur le mode constructif, finalement. Donc il y a un travail qui s'est fait avec donc les choix dans les comment dirais-je, des lits de pierre, qui sont numérotés. Et puis de fil en aiguille, la façon dont les blocs sont extraits. Il y a une façon de les extraire, on les a extraits d'une certaine manière, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en réalité, les scies et les outils qui sont utilisés ont un effet sur la pierre brute différent en fonction du type d'outil utilisé. Donc là, vous avez des scies à bande qui viennent faire des plaques qui laissent une certaine trace sur le derme de la pierre. Donc là, c'est une grande scie, voilà. Et puis ensuite, vous avez une extraction qui est faite, un découpage à la machine 3D pour finir et avoir donc un ouvrage ici, qui est élémentaire et qui va nous poser souci. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que on est venu calpiner le bâtiment, bien sûr. L'idée, c'était de venir travailler des petits éléments. Donc on a calpiné la totalité de la façade, bien sûr. Chaque pierre est numérotée. Clac. En même temps, il fallait trouver un système industriel pour faire en sorte un processus d'extraction et de pose qui soit quand même relativement économe en temps, malgré tout. Et il fallait trouver une précision, adapter la précision de la découpe de la pierre qui se fait au millimètre avec celle du maçon qui travaille plutôt au centimètre. Donc il fallait arriver avec les équipes à gérer, d'autant plus que dans les développés, en fait, on a des hauteurs et des altimétries qui sont bien définies et qui devaient se dérouler sur la totalité du bâtiment. Ça, c'est donc les développés de façade. Certains développés de façade. Vous voyez, la façade, elle fait des plis et des replis. Et en fait, il fallait absolument mettre en place un processus de mise en place, pour pouvoir faire en sorte que le lit numéro, je ne sais pas combien, 182, il se balade tout le long du bâtiment à n'importe quelle altimétrie, sur n'importe quelle des façades. Donc ça a été un truc hyper complexe, parce que les entreprises n'étaient pas du tout, comment dirais-je, n'avaient pas du tout imaginé que notre demande. Voilà, donc c'est aussi comment travailler ça en amont avec l'entreprise pour s'exprimer dans les documents qu'on produit, les plans, les CCTP, les cahiers des charges, faire en sorte que l'entreprise comprenne bien ce qu'on veut le résultat qui est attendu.
Donc effectivement, on fait pas mal d'études d'exécution, pas mal de tests, pas mal de maquettes, de mock-up, pour extraire des premières livrées, des têtes de série, et mettre en place un proto complet qui va pouvoir nous permettre de tester toutes les configurations possibles de la pierre. Donc bien sûr, ce proto, il a montré des choses qui étaient de mise en œuvre qui étaient assez complexes, mais surtout ce qu'il montre, c'est que le résultat n'est pas concluant sur le derme de la pierre. En fait, on avait mal évalué le système de production et d'extraction de la pierre, et on a en fait deux types de sillage différents qui interviennent sur deux faces, sur des faces qui sont vues en même temps. Et de fait, vous avez ce genre de choses qui apparaît avec des traits de scie. Voilà. Ça, c'est parce que c'est une dureté différente de la pierre. On a une pierre légèrement plus tendre ici et un peu plus dure ici. Donc la scie est venue polir un peu plus. Et donc la pierre réagit en se noircissant. Et puis vous avez une autre découpe qui va être faite dans ce sens-là. Donc c'était pas du tout ce qui était recherché. Donc on recommence. On recommence pour essayer de retrouver... on remet en place le processus d'extraction de la pierre pour faire en sorte d'avoir quelque chose de plus homogène. Donc une pierre qui est travaillée sur ces 6 faces. Et à nouveau, on se retrouve à quelque chose d'assez plat. Je voulais quelque chose qui soit un peu plus comment dirais-je, qui réagisse un peu plus avec la lumière. Et donc, il nous sort, on retravaille et on arrive à ce système-là qui n'est pas du tout concluant non plus. En fait, l'entreprise s'est dit, bon, je prends chaque pierre et je vais les polir manuellement. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe ça. C'est-à-dire qu'en fait, le compagnon qui polit sa pierre légèrement donne une petite, vient un petit peu appuyer son outil un peu trop en périphérie et fabrique en fait ce petit chanfrein là, qui est donc à l'origine de cette ombre là. Et c'était trop mou, si vous voulez. On a l'impression. Mais au final, et après 6 mois de recherche, on arrive à mettre en place notre 6 mois de tests et de travail, on arrive à mettre en place nos murs et à habiller notre musée, notre bâtiment. Donc on va avoir une armée donc, de 16 compagnons qui vont travailler pendant 8 mois à monter et à vérifier, lit par lit, la totalité de la vêture. Donc c'est un travail harassant, mais qui est très intéressant, puisque là on voit très bien comment les choses s'organisent. C'est-à-dire on part d'une idée, on part d'un concept, on part d'un dessin, et puis en fait on le met à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de l'entreprise, à l'épreuve de la lumière du site, à l'épreuve de la réglementation, à l'épreuve des gens, finalement, parce qu'il faut des bonhommes qui montent tout ça. Et on est obligé de s'arranger, de mettre en place, de discuter pour essayer d'arriver au résultat escompté. Et voilà notre bâtiment qui se met en place dans le paysage. Donc, en dehors de ça, il y a aussi des discussions pour nous techniques sur les vitrages. Ça serait un peu long aujourd'hui là, peut-être d'expliciter, mais on peut en parler. Voilà, il y a on est sur des dimensions, les échelles sont assez peu perceptibles sur ces images parce que ces vitrages font 6 mètres de haut. Là. Voilà. Donc ça demande des dispositifs particuliers de mise en œuvre, etc.
et de fabrication qui sont complexes, etc. Et donc ce vitrage-là, il a été cassé 4 fois donc, dans le cadre du transport. 4 fois, il a été transmis. Le serrurier était déprimé, quoi. C'était terrible. Et on a fait le musée. Il est arrivé, je sais pas, 3 semaines avant de terminer. Enfin, tout était terminé pour cette pièce-là. Et c'était même complexe parce qu'il a fallu la refabriquer, trouver les vitrages pour que... C'est ça le problème, c'est qu'en plus les vitrages, quand vous voulez avoir une certaine qualité, il faut absolument qu'ils sortent tous du même bain. S'ils ne sortent pas du même bain, vous n'avez pas forcément les mêmes transparences, les mêmes couleurs. Donc il fallait faire des tests, mesurer la couleur des vitrages adjacents, faire des tests en usine, regarder, oui c'est bon, c'est celui-ci, on peut le prendre, le transporter jusqu'ici et évidemment venir avec une grue et une grue spécifique et défoncer tout le beau paysage et aménagement paysager qui avait été terminé. Voilà. Donc c'est des petites choses qui sont là, mais voilà, ça se fait. En tout cas, ce que ça nous apprend aussi, pour nous qui sommes du Sud, c'est par exemple une totale réaction inverse que nous avons vis-à-vis d'une ouverture. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, ce qu'on nous apprend ici, façade sud, brise-soleil horizontaux, façade ouest, brise-soleil verticaux, quoi. Voilà. Là-haut, c'est pas ça du tout. C'est pas le problème. Là-haut, c'est comment je gère mon eau ici et l'étanchéité en haut. C'est ça qui est la question qui se pose quand ils font une ouverture, c'est l'étanchéité à l'air et à l'eau. Ils n'en ont rien à fiche de se poser de savoir si le truc il va prendre le soleil, si ça, c'est pas un problème. C'est ça qui est assez étonnant. Et c'est assez agréable de ne pas être, pour le coup, contraint par un ingénieur HQE qui va nous dire ton truc il prend trop de soleil ou pas assez de soleil, quoi. Ça c'est quelque chose assez agréable. On peut dessiner les fenêtres, des baies, une question d'ouverture sans avoir à se poser des questions sur les apports solaires que ça génère, enfin d'énergie que ça génère. On se pose des questions sur la qualité de la lumière qui est générée, mais pas sur les apports solaires. Et ça, c'est très précieux et ça fait du bien. Voilà notre bâtiment, c'était les photos un petit peu près du chantier. Et puis, voilà, moi j'aime bien cette photo ici parce que il y a des petites choses qui se passent derrière avec la chromie, les toits, voilà, il y a un cousinage, il y a des choses qui se mettent en place, des rapports qui se mettent en place entre une architecture très contemporaine et puis des ouvrages, le bâti de tous les jours, l'église, des maisons particulières, etc. Voilà. Pour ce bâtiment, et évidemment on a fait des petites, il y a des petites comment dirais-je, des petites questions qui se sont posées, par exemple pour faire cette fenêtre aussi, hein, je veux dire aujourd'hui il fallait absolument trouver un rapport au paysage entre les œuvres installées et puis donc le terrain alentour, et donc cette grande fenêtre, elle nous a posé souci puisqu'elle fait 23 mètres de portée, donc il fallait faire en sorte que ça fonctionne, et en même temps ce qui m'intéressait c'était de travailler le derme, travailler la surface entre la pierre ici et le vitrage. Je voulais absolument éviter tout travail dans l'épaisseur du tableau. Je voulais absolument que les fenêtres, que les baies, les ouvertures, ça soit comme si c'était un coup de cutter. Franchement, je voulais que ça soit le développé de façade que vous avez vu tout à l'heure, je voulais que ça soit comme un origami et qu'il n'y ait pas d'expression de tableau, qu'il n'y ait pas d'expression d'épaisseur dans les ouvertures. Ça me paraissait, pour moi, c'était un petit peu le challenge pour faire en sorte que la pierre s'exprime dans sa surface.
dans la lumière de la pierre s'exprime dans sa surface. Voilà, et puis après, les petites photos intérieures qui sont peut-être un peu moins importantes pour nous aujourd'hui. Bon, un travail sur les bétons, oui, voilà. Les fameuses ouvertures, et puis voilà, les fameuses ouvertures sur l'extérieur. Bon, c'est des photos qui sont vraiment juste après le chantier. Et puis un travail après quand même de scénographie, de muséographie, hein, qui nous était demandé, donc d'exposition, de mise en place d'objets assez spécifiques. C'est un travail sur la lumière, c'est très intéressant aussi, très, très précis, à nouveau de mise en place de détails pour pouvoir éclairer correctement du verre, c'est assez complexe. Voilà. On est vraiment en train d'installer les œuvres. Donc il travaille sur cette lumière qui devait être homogène, très homogène, parce que vous n'éclairez pas une pièce en verre comme un tableau. La lumière doit être très très homogène. On était dans des problématiques du chirurgien, c'est-à-dire le chirurgien, lui, il veut des luminaires à des sialytiques, ce qu'on appelle des sialytiques, c'est-à-dire c'est des luminaires qui ne produisent aucune ombre. Hein, ouais, vous êtes en train d'opérer un patient, vous devez avoir aucune ombre, que ce soit le scalpel ne doit pas faire d'ombre. Donc vous avez des systèmes de lumière et d'éclairage qui sont qu'on appelle donc sialytiques et qui permettent de faire en sorte de ne pas générer d'ombre. Et donc on était dans la même problématique. Il n'y a pas d'ombre dans cette pièce. C'est assez étonnant et ça donne une lumière assez étonnante. Voilà, évidemment, donc des vitrines parce qu'il faut protéger certaines pièces. Donc comment on fait pour éclairer, comment on fait pour faire disparaître cette première peau de verre qui protège une œuvre en verre. Enfin, c'est des questions assez complexes qui nous ont bien occupés. Et voilà, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui parce que il est déjà 12h15. Je sais pas. Sinon. J'avais un projet d'actualité si vous voulez, je ne sais pas si vous souhaitez. Oui, petite actualité alors. Alors, une petite actualité, donc le truc qui nous occupe actuellement à l'agence et qui est peut-être un petit peu la continuité des deux projets aussi, on travaille sur le Conservatoire de musique et de danse de La Rochelle. Donc c'était un concours qu'on est très fiers d'avoir remporté parce qu'il était très très relevé avec des gens qui étaient en face, qui sont des gens que nous admirons. Donc on est particulièrement fiers de l'avoir remporté. Donc on est à La Rochelle, vous connaissez tous La Rochelle et vous connaissez tous cette image des 3 tours de La Rochelle avec la tour Saint-Nicolas, la tour de la Lanterne et la tour de la Chaîne. Et donc vous êtes certainement allé donc en Vendée, et parce que c'est pas loin, pour certains j'imagine que vous y êtes peut-être originaire, vous avez cette lumière qui est là, qui est très spécifique, cette espèce d'humidité qui est là, et voilà, qu'on retrouve que dans ce coin-là. Alors ce qui nous était demandé, et en fait, donc on nous demande un bâtiment relativement gros, relativement important, qui a un impact énorme sur le paysage de La Rochelle, paysage construit, là on est dans un paysage construit, tout d'un coup on nous demande, vous allez voir, on va nous demander de nous élever.
Et pour moi, ça a tout de suite fait tilt, c'est-à-dire que on s'aperçoit que La Rochelle, c'est quand même une skyline. Finalement, c'est une skyline avec des ouvrages, des flèches, dont aujourd'hui, dans l'imaginaire, on a donc les 3 tours. Hein, mais c'est clair que cet imaginaire-là, il est très important et il façonne la ville. Parce qu'en fait, quand on regarde une carte de La Rochelle, donc on a les 3 tours qui sont là. Le port, l'ancien port, le vieux port, La Rochelle. Et donc, voilà, ces 3 tours ici. Et nous, on nous demandait d'intervenir ici, presque en limite de la fortification, des fortifications. Et donc, les contraintes de site, donc La Rochelle, le long du canal, des contraintes de site ici, avec un site sur 2 niveaux. Il y a le niveau ici, à nouveau, le niveau de cette bretelle-là, de cette artère ici importante avec le pont, les 2 ponts ici, et le niveau du canal. C'est déjà 2 niveaux, 2 côtes altimétriques complètement différentes. Voilà le canal. Et puis, on est donc dans ces 2 directions là, qui viennent, on a une espèce de point, une espèce de nœud, une congestion qui se passe ici assez importante. Et donc, on nous a donné une parcelle, mais microscopique pour ce qu'on nous demande de faire, avec des règles d'urbanisme complètement folles. Et donc, le bâtiment va se retrouver être la résultante des contraintes d'urbaine. Ça, c'est une ZAC. C'est un type qui a fait je ne prononcerai pas son nom, franchement. Mais il y a des moments, ils ont mis, c'est des contraintes. Donc vous voyez, vous avez cette forme-là, pas nous qui l'avons inventée, hein, plus 5 mètres. Cette forme ici, plus 10 mètres. Voilà, ça c'est notre parcelle. Plus 5 mètres dans le jaune, plus 10 mètres dans le bleu, plus 15 mètres dans le rose, enfin ce violet là, et 28 mètres au total. Donc débrouillez-vous, faites de l'archi les gars. Moi c'est... Bon, et ensuite, en plus à côté d'une bretelle, donc d'un niveau bas, et d'un niveau... Enfin, 2 niveaux un petit peu qui viennent se caler, parce qu'on n'allait pas le niveau canal, le niveau de la rue. Et donc, poser le programme qui était là. Donc, on avait trois aspects de programmatique avec les fameux niveaux 5 mètres, 10 mètres et 28 mètres. Bon, on a tiré, poussé, on a eu droit, je crois, à 6 mètres aujourd'hui pour essayer d'avoir un peu plus de comment dirais-je, de volume. Parce que un conservatoire, ce qui est intéressant aussi, on a des problématiques techniques extrêmement nombreuses, et notamment acoustiques, qui font que les surfaces résultantes sont très petites par rapport à la surface déployée du bâtiment, puisque vous avez des doubles murs, des doubles cloisons, des ouvrages d'isolement acoustique, bref, des problématiques techniques sur le diamètre des canalisations pour traiter l'air, puisque vous devez traiter l'air avec de la très basse vitesse pour essayer de ne pas modifier l'acoustique de la salle. Vous ne pouvez pas souffler vite, parce que quand on souffle, c'est Venturi, hein, plus vous avez des tuyaux petits, plus vous soufflez vite. Donc, il faut avoir des tuyaux des gaines importantes pour pouvoir avoir des débits d'air avec des vitesses faibles. Plus des ouvrages voilà, très complexes. Et donc ça demande finalement le volume qu'imaginait le maître d'ouvrage s'est retrouvé extrêmement contraint à cause d'un volume disponible relativement faible. Et donc on vient superposer tout plein d'éléments de programmes, dont l'auditorium, parce qu'évidemment un conservatoire de danse et de musique, la pièce maîtresse c'est l'auditorium, et l'auditorium, un auditorium, c'est une certaine portée, c'est un certain volume, puisque c'est le volume de l'auditorium, c'est le volume acoustique qui va donner sa qualité,
Et donc au-dessus de cet auditorium, de cette structure, il faut venir poser des trucs qui sont dans un désordre pas possible. Essayer de trouver, mettre en place une sorte de congestion là, programmatique. Donc ça a des impacts structurels hyper importants. Hyper importants parce que vous ne pouvez pas vous appuyer, il n'est pas question d'avoir une colonne ou un pilier au milieu de l'auditorium. Et en plus, pour compliquer la chose, nous n'avions pas la maîtrise d'œuvre des espaces extérieurs. Et donc on part en consultation là, dans quelques semaines. On fabrique un bâtiment qui est, aujourd'hui, on nous demande de le construire à 1,62 m par rapport au niveau du sol fini aujourd'hui. Donc on a un bâtiment sur pilotis qui n'a aucun rapport avec l'espace public. On n'a pas de possibilité d'avoir une action dessus. C'est terrible. C'est terrible. Et ça demande des efforts, des astuces de conception qui sont totalement inutiles au bout d'un moment, parce que ça porte pas le projet. C'est des choses qui ne portent pas le projet finalement, quoi. Voilà, on est en train de s'évertuer sur des questions qui sont secondaires, quoi, qui doivent rester secondaires et qui deviennent capitales, et le projet il en pâtit. Et ça, c'est dommage. Donc j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, on ne sait pas évacuer des eaux, des EP de ce bâtiment. On nous a demandé de mettre des boîtes à eau à 28 mètres de haut et des descentes comme dans le pavillon de Coin, quoi. Mais attendez les gars, c'est pas possible. Hein. Vous voyez le truc, on est en train de faire 28 mètres de haut, c'est pas possible. C'est parce que on ne savait pas, on nous disait non mais vous récupérez les eaux en pied ici, il n'y a pas de souci, nous on s'en débrouille, des EP, il n'y a pas de problème. Non mais non, ça ne marche pas. Donc vous voyez qu'avec un détail comme ça, qui est juste la descente d'eau pluviale, va avoir un impact sur la structure du projet, parce qu'il va falloir qu'on trouve une structure en béton spécifique pour pouvoir noyer à l'intérieur des dalles en béton les descentes d'EP. Vous voyez, c'est complètement fou. C'est-à-dire, pour une simple question, on se retrouve à devoir modifier la structure du bâtiment. Et donc voilà ce bâtiment, qui est un petit peu complexe, qui vient donc épouser les formes disponibles. Et on retravaille le thème de la pierre, parce qu'il me paraissait important de venir continuer finalement un petit peu, ou prolonger peut-être un petit peu les 3 tours, en venant avec un ouvrage relativement fin, venir continuer cette composition. Alors c'est vrai que le bâtiment il est hyper complexe. Donc là, on développe des outils pour venir gérer la problématique acoustique. Et donc tout doit fonctionner dans un temps record. Tout est modélisé, tout est paramétré. Chaque pierre est paramétrée pour pouvoir, les moucharabbiers qui sont là, pour pouvoir calculer, etc., mettre en place les simulations thermodynamiques et en même temps, surtout les simulations acoustiques. Les châssis, comment ils sont, comment ils se positionnent, etc. Comment on désenfume un truc pareil, c'est vraiment une machine vraiment complexe. Mais en tout cas, on espère... donc voilà le plan. Donc on voit que tout est congestionné, on en a partout, on a du mal à trouver des espaces de référence, donc c'est un travail pour nous... constant pour essayer de mettre en place des choses, des orientations, on verra ce que ça donne. On n'est pas certain de la chose. Ce dont on est plus certain, c'est de son aspect extérieur. En tout cas, c'est du travail en écaille avec un seul module de pierre qui sera posé. Relativement important, on est sur une échelle un peu plus importante que le travail du musée du Verre, un travail sur les ouvertures, et puis cette césure avec les grands porte-à-faux. On travaille avec un bureau d'études
belge sur la question du béton, puisqu'en fait on a des planchers. Le plancher ici fera 1 mètre d'épaisseur. C'est un plancher de... J'ai pas mis des coupes là parce que j'ai pas eu le temps je viens de les recevoir. C'est un plancher donc en post-contraint, donc c'est des techniques autoroutières, hein. C'est un pont, quoi. On fait un pont qui va venir pour venir franchir, ce que je disais tout à l'heure, franchir à l'intérieur. Ce truc-là, là, ce machin, doit venir franchir, s'appuie sur 2 cages d'escalier qui sont ici et là-bas, et doit franchir l'auditorium qui est planqué derrière. Donc ici, on a des énormes planchers qui font 1 mètre d'épaisseur. Voilà nos élévations. Et voilà notre bâtiment tel qu'il sera quand il sera construit. Au bord du canal. Et voilà. Et là, par contre, j'en ai vraiment plus. Et merci. On va passer à des questions avant de déjeuner. Alors, qui a des questions à poser? C'est parfait. Ah. On a faim. Alors, j'ai été assez impressionné par le travail sur la pierre, et je me posais la question, comment vous avez réussi à faire travailler les entreprises pour leur faire refaire des essais, des tests, des prototypages? Comment ça peut se passer concrètement est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision justement sur ce travail de recherche sur l'aspect de la pierre? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail qui est très en amont, qui se fait dès le concours. On va travailler avec la personne qui va extraire les personnes de la carrière. Donc c'est ce travail-là. Ensuite, donc on essaie on fait faire des mock-ups, des maquettes. Le maître d'ouvrage, c'est un travail. Alors, il faut que le maître d'ouvrage adhère à cette démarche entre guillemets expérimentale, quoi, de mettre en place ces mock-ups, parce qu'il faut les payer. Voilà. Donc, mais bon, il faut dire que les bâtiments sont là. On a quand même des maîtres d'ouvrage qui sont exceptionnels, quoi. Enfin, on a un rapport, c'est super de travailler avec ces gens-là. On a des super clients, quoi. Ils viennent avec nous sur le chantier ou sur la carrière. On regarde ensemble. Il a conscience que les choses, qu'il va y avoir un travail itératif qui va être mis en place, qui va prendre un certain temps. Donc, on prend des dispositions en étude pour pouvoir faire parallèlement des mock-ups. Ensuite, il y a plein de paramètres qu'on essaie de gérer au mieux. Mais après, on gère. Voilà, par exemple, dans le cas d'appel d'offres, pour être certain d'avoir la pierre qui a été retenue, ça veut dire parce qu'on avait très très peur d'avoir de la pierre bleue. Parce qu'il y a plusieurs pierres bleues en fait. Il n'y a pas que la pierre bleue de Soigny là, en Belgique. On avait très peur de ne pas avoir cette pierre-là. Mais l'enjeu, c'était quand même d'avoir le matériau qui est à 25 km, parce qu'il y a quand même 1400 tonnes qui ont été extraits. Donc l'enjeu, c'était d'avoir la pierre qui était là. C'était pas d'avoir de la pierre chinoise qui arrive par bateau, quoi. Donc ça veut dire que on a analysé la pierre, fait analyser la pierre, et on a demandé d'avoir une pierre avec une composition qui soit telle que certains paramètres, et on a bridé certains paramètres. En l'occurrence pour la pierre bleue ici, dans le cadre de l'appel d'offres, on a dit aux entreprises, vous vous débrouillez les gars, nous, vous faites ce que vous voulez, mais notre pierre bleue, il faut qu'elle ait un taux de fer, de minerai de fer, alors je ne sais plus quelle est la valeur. Enfin, il y avait une valeur limite à ne pas dépasser parce qu'on savait que la pierre bleue chinoise est plus riche en fer.
Le seul risque qu'on prenait, c'était de se dire qu'il y a une autre carrière en Irlande qui était compatible avec les critères qu'on avait énoncés. On savait qu'ils n'iraient jamais chercher la pierre en Irlande parce qu'elle était très chère. Mais voilà, donc déjà, ça veut dire aussi développer des stratégies, développer dans l'appel d'offres, faire en sorte que des bonhommes, ils sont arrivés. Bon, ils nous ont pris pour des fous, quoi. Mais quand on a fait l'appel d'offres, les gars, les maçons, ils ont déposé leur offre de prix, les CCTP, enfin tout ce qu'il fallait bien signer, et puis on leur a demandé une planche d'essai. Donc ils sont arrivés le jour en commission d'appel d'offres ils nous ont béné une planche d'essai, et on avait la pierre qui était avec, quoi. Donc il y avait les élus qui étaient en face, ils ont pris un peu pour des fous, mais on a dit, ben voilà, mais attendez, vous avez l'entreprise A avec la pierre chinoise, et vous avez l'entreprise B avec la pierre du coin. Vous regardez. Voilà. On développe déjà en amont pour essayer d'avoir le produit qui va bien. Et puis ensuite, effectivement, on va décrire on se donne le temps et la possibilité de faire en sorte d'avoir un proto. Donc ça veut dire qu'il faut le payer, il faut prendre le temps de le faire dans la phase chantier, dans la préparation. Mais ce proto aussi, on s'en sert aussi pour, vous l'avez vu, hein, et on s'en sert aussi pour justement le serrurier avec ses façades, pour l'étancheur, il va faire un mock-up pour la façon dont il va gérer l'étanchéité, etc. On a testé les bétons. Je n'ai pas parlé des bétons, mais on fait toujours des plots d'essai de béton. On fait, voilà, pour choisir les granulométries, la colorimétrie des agrégats, etc. On le prévoit en avance, c'est contractuel, l'entreprise sait qu'elle devra tant de trucs, tant de mètres carrés, etc. Voilà. Et voilà, c'est comme quand vous faites du logement, vous faites un logement de témoin, ou un bureau, quand vous faites du bureau en blanc, des kilomètres carrés de bureau, à un moment donné, vous faites un bureau pour montrer que tout fonctionne, machin, l'interrupteur, le plafond, les grilles de soufflage, etc. Voilà. Donc ça demande... voilà. Ça, c'est la partie pratique. Après, il y a aussi des aspects... ça veut dire aussi qu'il faut travailler beaucoup. Ça veut dire aussi qu'il faut dessiner beaucoup, il faut produire beaucoup de documents pour atteindre cette précision-là. Il n'y a que comme ça que ça passe. Il n'y a que comme ça que ça passe. Ça ne passe pas par autre chose. C'est le travail et de la précision dans les documents. Et après, imaginer. Et ensuite, sur le chantier, une fois que l'entreprise est désignée, soit on tombe sur des gens sympas et qui ont envie de faire bien les choses, ce qui est le cas, parce que souvent c'est eux qui ont les meilleures offres, donc c'est eux qui sont retenus, c'est rarement le type qui veut, voilà. Donc en l'occurrence là on avait une super équipe, et donc pour la petite histoire, le chef d'équipe maçon qui a posé, tailleur de pierre qui a posé, qui était le chef de l'équipe, c'était son dernier chantier. Il avait 65 ans, il partait à la retraite. Et c'est des gens du coin en plus, c'était super parce que c'était une petite entreprise. Il y a aussi plein de paramètres qui rentrent en jeu. C'était l'entreprise, le siège d'entreprise était à 3 km. Les gars, ils ont jamais posé autant de pierres bleues de leur vie. C'est super. Donc voilà, c'est un savant mélange entre prévoir les choses au départ, en conception et en description et en préparation du dossier, et puis s'adapter à la réalité, parce qu'il y a des choses qu'on avait dessinées qui n'étaient pas faisables ou pas montables, voilà, parce qu'il y a des moments donnés, vous faites aussi il y a des questions aussi d'enchaînement de tâches dans la réalisation, qui font qu'au bout d'un moment vous êtes obligé d'avoir des ouvriers qui ont des bras avec 3 coudes, quoi, pour venir poser le truc, et ça marche pas, quoi. Donc c'est aussi le mock-up permet, le proto permet aussi d'éviter tout ça et de prévoir tous les cas possibles, de sorte à ce que quand on lance la véritable construction, tout est prévu et ça se déroule théoriquement sans problème. J'ai une question qui prolonge un peu ce qui vient d'être dit sur ce dernier projet qui montrait à la fin un modèle 3D avec beaucoup de paramètres dedans. Et je rebondis sur une intervention qu'on a eue hier d'un maître d'ouvrage qui trouvait le BIM débile. Et du coup,
crois que tu as eu un parcours un peu lié aux mathématiques et je serais assez intéressé d'avoir ton avis sur ce qui se passe avec cet outil dans le cadre d'une démarche très centrée sur comprendre un site, travailler avec les questions de la lumière, de la matière et du sens, et comment la technicité de ces outils peut se mettre au service de ce type de projet ou de pensée. Alors, jusqu'à un moment très, très récemment, effectivement, je pense d'abord que de manière générale, l'architecture et de manière générale, tout ce qu'on fait, tout ce que font les hommes est intimement lié aux outils qu'ils ont, quoi. Et donc je pense que l'évolution des outils contribue à l'évolution de la culture, où la culture évolue, les outils. Enfin voilà, il y a une relation très forte entre les outils et la culture. Et aujourd'hui, c'est clair que les outils qu'on a de conception 3D et du BIM en particulier vont avoir une incidence sur l'architecture. Ça, c'est évident. Maintenant, jusqu'à très récemment, peut-être quelques mois, je pensais que le BIM était plus quelque chose d'un outil de production plutôt qu'un outil de conception. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était capable de venir en deuxième phase dans le processus de conception, qui était là pour sortir des plans, sortir des coupes, avoir des calculs, etc. Et en fait, j'aurais tendance là, mais c'est très récent parce qu'on est tous en train de découvrir le truc et de s'organiser autour, malgré, voilà. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être mis à profit dans le processus de conception, en fait. Malgré tout. Alors tout ça, ça veut dire que c'est un peu le problème, c'est que c'est une Formule 1, le truc. C'est que c'est une Formule 1, donc il faut avoir des pilotes super bons, il faut avoir des mecs qui règlent le moteur, machin, il faut avoir des essences dernier cri super, voilà, super pures. Tout doit être, ça ne souffre d'aucune tolérance, ce truc-là. Et c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le truc à l'envers, on ne peut pas prendre le projet à l'envers. On est dans la Formule 1, on est à 300 km/h et il faut négocier les virages, sinon on va direct dans... Et c'est ça le problématique. Plus que... oui, c'est pas bien, voilà. C'est cette question de précision et de temps du projet. C'est-à-dire qu'on est tout de suite... Mais ça peut être il va falloir en faire une qualité, c'est-à-dire qu'on est tout de suite confronté à des détails ou à des choses ou à des points qui pouvaient être considérés comme secondaires ou traités ultérieurement auparavant. Aujourd'hui, on a une concentration énorme du processus de conception en amont. Parce qu'il faut tout dessiner et on a tout de suite, puisqu'évidemment tous les acteurs de la construction sont autour de la maquette, tout de suite tout ça s'agrège, donc il y a une réaction qui doit être très rapide. Et c'est cette dilatation-là des phases préliminaires qui est extrêmement gênant, qui peut être déroutant. Mais en même temps, moi je trouve que c'est très très important parce que à nous d'en tirer profit architecte, parce que en tout cas en France, puisque la conception anglo-saxonne du bâtiment elle est complètement différente, on est beaucoup plus dans des projets, des équipes intégrées et une gestion plus collégiale du projet d'architecture. On va tendre vers ça, parce que de toute façon le BIM c'est une technologie anglo-saxonne. Tout est calé sur des questions normatives, des questions réglementaires émanent des pays anglo-saxons, de Singapour notamment.
Donc, on est en train pour nous, je pense que ça va nous sortir de cette problématique qu'on a de dessiner, puis après on balance le plan au gros œuvre qui nous calcule les poutres, et puis après on essaie de faire rentrer des réseaux, et on finit par faire une STD pour savoir si il va pas faire trop chaud dedans, quoi. On n'est plus du tout dans ce processus-là, et ça veut dire que on doit venir intégrer des paramètres techniques. C'est clair qu'on va devoir être beaucoup plus technicien bien plus tôt. Justement, en étant technicien, moi je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir ne pas se faire manger sur notre... il faudra vraiment qu'on soit les deux. C'est-à-dire que pour ne pas se faire manger, qu'on ne vienne pas sur notre territoire qui est la symbolique et comment dirais-je, le message à passer par l'architecture. Ça c'est clair, que le bâtiment doit passer. Voilà. C'est une exigence. En fait, ça nous demande d'être de plus en plus exigeants. Voilà. Et après, ça demande aussi un savoir-faire, quoi. Moi, je le vois à l'agence. Il y a un savoir-faire qui se met en place de manipulation du logiciel, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'on a intérêt à faire, de ce qui est important, de ce qui est accessoire, etc. À quel moment il faut modéliser du projet, voilà. Mais je pense que ça a quand même une incidence parce que ça permet de tester beaucoup de choses. Il y a un truc qui est énorme pour moi, c'est du versionning, c'est-à-dire que on est capable, j'ai pas montré ça, mais j'aurais peut-être dû. Pour les auditoriums, on a une arborescence en fait, on modélise l'auditorium et on a une arborescence finalement de conception qui est conservée de l'aménagement, enfin toutes les solutions d'aménagement, notamment pour les questions acoustiques, de toutes les questions acoustiques et de tout le traitement acoustique. Donc en fait, on vient de travailler avec plusieurs solutions, on en pousse une, on en arrête une, on repart d'une autre, on balance ça et on retravaille, on prend les retours de l'acousticien, etc. Donc le projet n'est plus linéaire, quoi. Il est, comment dirais-je, il y a des branches, enfin des bosquets comme ça de projets qui se mettent en place autour d'une ossature, et puis au bout d'un moment il y a quand même le projet quand même s'organise autour de ce fourmillement de micro-projets, et à nous de garder le sens et de garder la symbolique. Mais je pense que c'est quand même j'aurais tendance à dire que c'est quand même quelque chose qui va nous être utile. Je pense. Je suis pas certain, mais je pense. Ok, merci.